Salut tout le monde. Aujourd'hui, on est super content de notre invité, comme d'habitude, mais aujourd'hui, c'est spécial. Un ancien de la Ligue nationale de hockey, Stéphane Robida. Salut Stéphane. Salut. Premièrement, j'aimerais savoir qu'est-ce qui t'occupe ces temps-ci. Honnêtement, j'ai un petit peu de travail à faire par rapport à ce que je fais avec les livres. On prépare des vidéos, des petites choses comme ça. Fait que ça occupe un peu de mon temps. J'ai commencé à m'entraîner. Ça paraît pas tant que ça, mais j'ai commencé un petit peu. Puis commencé à bouger un petit peu plus. On a un petit chien, il vient d'avoir 6 mois. Fait que j'étais tous les jours avec lui. Fait que je vais prendre des marches. Fait que je regarde des clips un peu des joueurs de Ligue nationale pour essayer de voir un peu qu'est-ce que les bons joueurs font, puis essayer de continuer à m'améliorer un peu dans ce que je fais. Tu as parlé de recommencer à t'entraîner. Je suis curieux, ça a été comment? Tu sais, tu as été une vingtaine d'années probablement à t'entraîner énormément. Ça a été comment, une fois que tu as pris officiellement ta retraite, d'arrêter cet entraînement-là? Ça n'a pas été échec, disons, dans mon pic, là, quand je jouais, mettons, je jouais à peu près à 194-195 livres. C'était vraiment, je ne suis pas nécessairement grand, 5 et 11. Puis quand j'ai terminé de jouer, c'est comme ça a été la relâche totale. Au début, c'est les blessures. Là, je ne savais pas si j'allais être capable de Ouais. revenir. Puis quand j'ai vu que c'était comme impossible de revenir, là, ça a été la débandade. Je suis monté à 250 livres en l'espace de même pas un an complet. Fait que ça a été tough. J'ai comme tout lâché l'entraînement. Ça ne me tentait plus du tout. La nutrition, j'étais un gars qui était très sérieux côté nutrition. Je me faisais suivre par nutritionniste. Je pesais ma nourriture même. J'étais comme un peu extrémiste avec ça. Puis, c'est sûr, quand j'ai fini, là, j'ai tombé dans les chips, la crème glacée, puis les pâtes à frites, la poutine, puis tout ce que je me suis privé pendant des années. Puis, c'est ça, ça a fait que j'ai pris beaucoup de poids. Mais là, j'essaie de revenir un peu. J'ai recommencé à m'entraîner un petit peu. J'ai arrêté. C'est on and off un peu, mais là, la COVID me permet, étant donné que j'étais à la maison plus, je voyage pas. Donc, je me suis remis à ça. Là, avec Beachbody, ça m'aide un petit peu. J'ai un programme entre les jours. Fait que j'ai pas besoin de me casser la tête. Puis c'est 20-30 minutes par jour. Fait que c'est bien correct. Mais j'imagine qu'il doit en avoir beaucoup là, des joueurs de hockey qu'une fois qu'ils prennent leur retraite, ils prennent un peu de poids pour relâchement puis se gâter dans ce qu'ils n'ont pas pu faire depuis le nombre d'années qu'ils ont joué pro, dans le fond. Là. Oui, ben je dirais que ça va d'un côté ou de l'autre. J'ai vu les deux extrêmes. J'ai vu des gars avec qui j'ai joué, qu'ils arrêtent de jouer, qui perdent du poids parce que là, ils ne s'entraînent plus. C'est des gars de plus petite stature. Puis ces gars-là, ils décident de continuer à s'entraîner parce qu'ils aiment vraiment ça. Puis c'est des petits. Mais je dirais que la plupart, comme tu dis, la plupart viennent des bonnes charpentes. Si on regarde les games des anciens, des fois, on voit les gars sur la glace et les gars, ils ont de la misère à rentrer dans leur chandail, puis les pantalons, tu vois, sont plus serrés. Fait que moi, c'est ce qui m'est arrivé. Il n'y a plus un saut qui me faisait. J'ai fallu que je rechange ma garde-robe au complet. Fait que c'est niaiseux, mais ça change une vie un peu, là. Puis, on parle du côté physique, mais il y a le côté mental aussi de ne plus avoir l'esprit de gang dans la chambre. Tu sais, je pense que dans plusieurs entrevues, dans plusieurs podcasts que j'ai écoutés avec des anciens joueurs, c'est ça qui leur manque beaucoup, l'esprit de gang dans le vestiaire. Est-ce que pour toi, psychologiquement, ça a été difficile de ce côté-là? Extrêmement difficile. C'est comme, tu sais, comme là, on est en confinement. C'est comme, je sais pas, j'ai entendu quelqu'un parler de ça hier. Moi, c'est comme si j'étais allé en confinement, là, tout quand je me suis blessé avec les livres, je suis retourné à la maison, puis c'est comme si j'étais en confinement, j'étais à la maison. Je venais de perdre tout ce que j'avais. Mon univers, c'est le monde du hockey. Moi, c'est un petit peu mon échappatoire. Tu sais, moi, j'arrive à l'aréna, je pense plus à rien. Tu sais, je focus, puis la vie est belle, puis peu importe ce qui se passe à l'extérieur, c'est comme si tout est sur pause. Fait que c'est sûr que quand j'ai perdu ça, ça a été extrêmement difficile. L'aspect camaraderie, oui, ça, c'est sûr que c'est un aspect. Tu sais, veux pas,
on est des privilégiés de la société. Avoir la chance on voyage toujours bien. On voyage dans les avions privés, on est toujours dans les beaux hôtels, on va manger dans un bon restaurant. Fait que c'est sûr que le mode de vie, puis tout ce qui vient avec, puis le fait d'être avec les joueurs, on part, on est 24 gars, plus les trainers, plus c'est un esprit de gang qui ne se retrouve pas ailleurs, que je n'ai pas été capable encore de retrouver, puis de faire partie, même si je fais partie d'une équipe en ce moment, je travaille pour une équipe, puis c'est pas la même chose que de jouer puis être à tous les jours avec ces gars-là, puis de partager des beaux moments, des moments plus difficiles, parce que c'est vraiment une saison, c'est un roller coaster. Tu as des hauts, tu as des bas, puis dans la chambre, tu en as des comiques, tu en as des plus sérieux, tu as toutes sortes de personnalités, puis cet esprit de gang-là, c'est sûr que c'est spécial, c'est le fun à vivre. OK. Ce qu'on va faire, on va retourner un petit peu dans le temps, puis on va repasser ta carrière. J'ai ton profil Elite Prospect d'en face. Puis on va repasser ta carrière, puis on va discuter un petit peu de moments justement dans ta carrière, en commençant du côté de Magog. Et ça, c'est intéressant parce que c'est vraiment là que ça a commencé. J'allais dire professionnel, c'est pas professionnel, mais plus sérieusement, on va dire. Et ton fils aussi a passé par là, Justin, évidemment. Est-ce que, question à 2 volets, comment toi, tu avais vécu ça de quitter ta maison pour te rendre à Magog et comment, après ça, tu avais vécu le fait avec Justin que lui aussi le vive? Moi, dans l'époque, quand je jouais, on n'avait pas le choix de rester en pension à Magog. Donc, Magog, moi, je restais à Haute-Forest. Magog, dans le fond, c'est comme 15 minutes de Magog. Okay. C'était très strict qu'on devait rester en pension. On n'avait pas le droit de sortir des limites de la ville sans demander à l'entraîneur. Okay. Moi, j'étais chanceux. J'étais arrivé à une pension, on était 3 joueurs. On était les 3 gars au sol. On avait chacun notre chambre. Puis il y a un de ces gars-là, Guy Loranger, un gars de Shawinigan, que j'ai été repêché à Shawinigan, que j'ai joué tout mon junior avec lui à Shawinigan. Okay. Moi, ça a été une expérience très difficile. Déjà 3, c'est comme là j'ai frappé le mur un peu. J'ai joué, quand j'étais novice, j'ai été surclassé à tombe 2C. Après ça, j'ai joué à tombe 2A, à tombe 2A, Pee-Wee 2A, Pee-Wee 2A, Bantam 2A. Puis après ça, c'était Midget 3. Puis j'ai toujours été comme je veux pas me vanter, mais j'ai toujours eu du temps de glace. Puis j'ai toujours eu un rôle important dans l'équipe. J'étais arrivé Midget 3 à Magog. On était seulement 2-15 ans. À l'époque, c'était différent. On avait toute la Mauricie, nous, à Magog. C'était toute la Mauricie, plus les Bois-Francs, plus la région de Sherbrooke, Granby. On était 2-15 ans, moi, puis Philippe Sévigny. Puis en termes de temps de glace, j'avais pas beaucoup de glace. Il y a même des parties, j'ai été dans les estrades. On avait un entraîneur qui était extrêmement rigoureux, qui était extrêmement difficile avec nous. Des pratiques de patin et tout ça. Fait que ça a été une année très difficile. Je pars de la maison. J'étais très proche de mes parents. J'appelais mes parents tous les soirs. Des fois j'avais de la colère. Je ne comprenais pas pourquoi je ne jouais pas. Fait que c'était une année difficile de ce côté-là. Puis, mais je pense que ça a été... Si aujourd'hui je regarde qu'est-ce qui s'est passé là, ça a été formateur. Ça a été on dit souvent, je sais que c'est un cliché, puis je sais que tout le monde dit « Oh, oui, c'est vrai. » Mais c'est sûr que quand ça arrive, l'adversité, on ne veut pas en faire face. Mais si tu ne fais jamais face à l'adversité, ben, à un moment donné, tu vas avoir à en faire face. Puis si tu ne sais pas comment réagir, ben, ça va être difficile. Ouais. Moi, je pense que ça m'a aidé plus tard dans ma carrière. Et est-ce que tu as senti, c'est sûr, ça a été complètement différent pour Justin, que lui, à son année de repêchage à la GMQ, il a été dominant dans le midget. Est-ce que tu as senti un petit peu le même genre de mur que frappé, ou lui, c'est arrivé à un autre moment que tu l'as senti, parce que je sais que tu es assez proche de lui et que vous parlez beaucoup, là? Moi, je pense qu'il est arrivé midget 3. On ne savait pas s'il allait faire l'équipe. Il y avait l'équipe avait gagné le championnat l'année d'avant. Il y avait des gars qui revenaient. On ne savait pas trop qu'est-ce qui allait arriver. Il a fait l'équipe. Puis la première game, moi, je crois beaucoup à la confiance, tout ça. Puis sa première game, la place est bondée. Il y avait les anciens Canadiens, les anciens cantonniers. C'était comme les retrouvailles. Moi, je faisais partie des anciens. Il y avait des gars avec qui j'avais joué qui étaient là.
Mon gars, juste cette game-là, c'était comme les 50 ans. Je pense que c'est les 50 ans de la Ligue. C'était comme une grosse game. C'était contre les Lions de Lac-Saint-Louis. Puis, tu sais, c'est comme la grosse affaire. Puis, Justin, sa première game, je me rappelle pas trop pourquoi, mais il y a eu un lancer de punition durant la game. C'est quand même rare qu'on voit ça. Puis, il a scoré. Fait que, tu sais, sa première game, il a compté. Je pense que ça l'a mis tout de suite en confiance. Puis, tu sais, c'est sûr, il a joué avec des bons joueurs. Il a joué avec Alexandre Doucet, qui jouait avec à Val-d'Or, puis Marshall Lessard, qui joue à Val-d'Or aussi. Tu sais, il était bien entouré. Puis, Félix l'a bien entouré. Puis, disons que ils ont une année comme incroyable. C'était une année que j'y ai dit, puis j'y en parle souvent, c'était des années que tu ne vivras plus jamais. Fait que ça a été une année vraiment pour lui plus phénoménale, bien mieux de ce que moi j'ai fait. Moi, je pense que j'avais fait comme, je pense 21 points. T'sais, il a fait plus de buts que moi j'ai fait de points. Puis, il avait déjà fait ça après 2 ou 3 mois de saison. Là. Mais tu avais fait 15 points en 41 matchs. Plus, 15 points, c'est ça. Ouais, plus 2 points en 5 matchs de série. Mais tu as quand même été repêché au 3e tour par les Cataractes. Ton repêchage, est-ce qu'à ce moment-là, c'était comme aujourd'hui, le repêchage, le gros événement puis tout? Oui, c'était à l'Arena Maurice Richard. C'était à Montréal. Moi, je m'étais présenté là. J'avais comme 15 ans. Il fallait que je sorte dans les 5 premières rondes. OK. C'était le règlement à l'époque. Puis ensuite, chaque équipe avait le droit d'habiller. Si, mettons, tu repêchais 3-15 ans dans les 3 premières rondes, mettons, tu repêchais 5-15 ans dans les 5 premières rondes, mais tu pouvais juste en avoir 3 dans ton alignement la saison prochaine. C'était le nombre de 15 ans que tu repêchais dans les 3 premières rondes. Moi, je me suis fait repêcher en 3e ronde, comme tu l'as dit, par Shawi. Je n'étais pas nécessairement bien classé. J'étais un défenseur de petite stature. Pas des grosses stats, déjà 3, pas joué tant que ça. Mais mon année de Bantam 2A, c'est là qu'elle a rentré en ligne de compte, je crois. Okay. On avait gagné les championnats provinciaux cette année-là. J'avais eu une super année. On avait gagné le tournoi de Bantam de Sherbrooke. Ça avait été une grosse année pour moi. Puis, je pense que les dépisteurs m'avaient vu jouer à cette époque-là. Puis, quand on est allé rencontrer les dépisteurs à l'époque, nos parents venaient avec nous. Fait que quand j'ai rencontré des dépisteurs de Shawinigan, Stéphane Pilote, qui était dépisteur-chef, Stéphane Pilote est rendu maintenant dépisteur pour les Ducks d'Anaheim. Okay. Quand on est allé le rencontrer, mon père mesure 6 pieds 2. Puis c'était une charpente d'homme, puis à l'époque, c'était un policier, il devait faire 280 livres. Fait que, tu sais, j'étais arrivé avec mon père, puis ma mère, qui est quand même une femme de 5 pieds 7, ils ont pogné de quoi. Là. Ils ont vu un petit défenseur, mais eux, ils se sont dit à 18 ans, il va être comme son père, il va grandir. C'était comme l'attente qu'il y avait. Puis c'est un peu ça le pitch quand j'ai été repêché. C'est comme, oui, c'est un petit défenseur, il n'avait pas beaucoup à l'époque, mais à 18 ans, il y avait la projection que j'allais être plus grand que ça. Puis finalement, c'est jamais arrivé, mais ça n'a pas eu d'impact tant que ça sur moi. Mais c'est intéressant parce que tu dis petite stature. 5 pieds 11, oui, c'est petit dans le temps, mais aujourd'hui, quand on parle de petite stature, on parle bien plus de 5 pieds 7, 5 pieds 8. 5 pieds 11, aujourd'hui, c'est quand même... Fait que c'est là qu'on voit que le hockey a quand même changé en l'espace de 20 ans, bien, à peu près ça, 20 ans, 25 ans. Toi, comment tu as vu ça, ce changement-là? Parce que tu veux pas, tu l'as vécu du début à la fin de ta carrière, ce changement-là de les petits joueurs, ceux qu'on parlait qui étaient petits, ben c'était de plus en plus petits, dans le fond. Oui, bien, moi, j'ai été chanceux. J'ai joué dans les deux... les deux dans airs. les deux ligues nationales, si on peut dire. Il y a eu l'avant-lockout puis l'après-lockout. J'ai eu la chance de jouer dans l'avant-lockout parce qu'il y avait beaucoup d'accrochage, des défenseurs de grosse stature. Je me rappelle mon premier match dans la Ligue nationale. Mon partenaire de défense, c'était Francis Bion. Fait qu'on devait être la plus petite paire de défenseurs que j'avais joué ensemble à l'époque. C'est ça. Moi, 5 et 11, puis on m'a dit 5 et 11, mais dans le fond, je suis 5 et 10, 3 quarts. 5 et 10, 3 quarts, ben, peut-être même 5 et 10 et demi. Là. Fait que, puis Francis Bion était à 5 et 8, 5 et 9. Fait que, il n'y avait pas beaucoup. C'est sûr, les règles en place, c'était plus difficile pour les petits défenseurs parce que on demandait à
à se battre contre des grosses charpentes. La game était un peu au ralenti à cause de l'accrochage. Je dirais, après 2004, c'est ce qui m'a permis de rester dans la Ligue nationale. C'est que l'équipe avec qui j'étais allé à Dallas. Quand je suis parti de Montréal, j'étais allé à Dallas. Après ça, j'étais allé à Chicago. Chicago ne m'ont pas qualifié. Là, j'étais agent libre à la fin du lockout. Puis Dallas, eux, ils m'avaient eu avant. Puis ils m'avaient changé justement parce qu'ils trouvaient qu'il y avait besoin de plus de 16 à défense. Avec les nouveaux règlements, ils ont senti que je pouvais les aider. Puis c'est pour ça qu'ils sont venus me chercher. Puis c'est là que ça m'a pris une couple d'années après ça avant de prendre plus mon envol. Mais c'est sûr que les nouveaux règlements m'ont aidé, là. Puis si on revient à la LHGMQ, tu as fait toute ta carrière junior avec les Cataractes à Shawi. C'est quoi ton plus beau moment de ta carrière junior? Mon plus beau moment de ma carrière junior, un gros moment, c'est dans le fond ma première année. C'est quand même drôle un peu. Moi, je regarde plein d'affaires, puis tu sais, ma première année, c'est la première année des Foreurs de Val-d'Or. Fait que mon premier match dans les Juniors du Québec, c'est contre les Foreurs de Val-d'Or. Okay. Mon gars se fait repêcher à Val-d'Or. Mon année, 16 ans, il y a les championnats du monde moins de 17 ans qui sont à Val-d'Or. On a gagné la médaille d'or. C'est la dernière fois où c'est une des dernières fois que le Québec a gagné la médaille au moins de 17 ans. À cette heure, c'est le programme moins de 17 ans, c'est 3 équipes au Canada. Fait que ça, à 17 ans, à 16 ans, excuse, dans le temps des fêtes, de gagner la médaille d'or avec l'équipe Québec, ça a été un des beaux, même si c'était pas dans le cadre junior, c'était beaucoup de joueurs juniors. Ouais, ça compte. Ça a été un très beau moment. Sinon, je dirais mon année 18 ans, malheureusement, notre entraîneur s'est fait congédier. Jean Pronovo, il est devenu notre nouveau coach. Jean Pronovo qui a joué pour les Penguins de Pittsburgh, une belle carrière à la Ligue nationale. On est parti sur un stretch, on a gagné, je pense, 17 ou 18 games en ligne. Okay. On est vraiment, là, ça allait super bien. Puis, c'est pas mon année de 18 ans, c'est mon année de 17 ans. Okay. Puis cette année-là, on est allé en play-off. On est perdu en finale de conférence. C'est le plus loin que je me suis rendu dans les séries. Puis c'est là que j'ai eu des super belles séries personnellement puis collectivement. Puis c'est ce qui m'a permis, je crois, de me faire repêcher par le Canadien en 95. Mais justement, tu parles de repêchage. Tu venais de faire une saison de 69 points en 71 games. Pour un défenseur, c'est vraiment beaucoup. Est-ce que tu sais c'est quoi qui explique le fait que tu aies été choisi en 7e ronde au lieu d'être plus tôt? Je n'étais pas classé. J'étais pas classé par la centrale. J'étais un petit défenseur. Il y avait beaucoup de questionnements sur mon patin. Il n'était pas sûr. J'étais un petit défenseur. Je n'étais pas nécessairement une fusée. J'étais quand même un défenseur, patineur correct. Fait qu'il y avait quand même beaucoup de questionnements par rapport à ça. J'étais même pas mon repêchage était à Edmonton. Je n'étais même pas allé à mon repêchage. C'est sûr que je vivais à ce moment-là un peu de frustration parce que je regardais, je me disais quoi de plus que j'aurais pu faire. Dans ces séries-là, j'avais plus qu'un point par match. J'avais vraiment j'avais la difficulté à comprendre pourquoi. Puis il y a un monsieur, Claude Ruel, qui est aujourd'hui décédé, de l'ancien dépisteur pour le Canadien, que lui, je pense que c'est vraiment lui qui a poussé pour que le Canadien me repêche. Puis le reste, c'est l'histoire. J'ai été repêché, j'ai été capable de rentrer dans l'engrenage, puis ça a fini par déboucher. Mais est-ce que tu as regardé le repêchage à la télé quand même ou vraiment pas, puis tu l'as appris par ton agent? J'avais pas vraiment d'agent. J'avais mon ami Christian Dubé qui restait à Sherbrooke ici, son père qui a joué dans la Ligue nationale. Il y avait lui, son père, il y avait un représentant de chez Sherwood, un représentant de bâton de hockey, puis il y avait un avocat de Sherbrooke. C'est comme les trois, ils s'étaient mis ensemble, puis ils allaient s'occuper des affaires à Christian. Christian qui était repêché 2e ronde par les Rangers. Fait eux, ils étaient tous à Edmonton. Puis vu que j'étais de Sherbrooke, moi aussi, il avait dit qu'il allait s'occuper de moi. Puis moi, tu vois, je m'en allais jouer dans un tournoi de hockey, un tournoi de bout de souffle à Sherbrooke. Puis moi, il n'y avait pas de cellulaire à l'époque. Mon père était directeur de police, lui, il avait un cellulaire. Puis je m'en allais jouer à Sherbrooke.
en débarquant de l'auto, je sortais ma poche. Mon père il a reçu un appel. Puis il m'a dit tiens, c'est pour toi. Ah ouais. C'était André Boudria du Canadien de Montréal. C'est là que j'ai appris que j'étais repêché. Je m'en allais jouer une game d'été. Puis, Sébastien Bordelot, il y avait des gars de la Ligue nationale qui étaient là. Puis c'est le même que j'ai appris que j'étais repêché dans la Ligue nationale. Ça a été comme un moment comme. Cette game-là où je n'étais pas là. Ouais, je me voyais avec le chandail et tout ça. Là, fait que c'était. Puis en plus d'être repêché par le Canadien, mon équipe, j'étais un fan fini du Canadien. Toute ma famille, c'est tous des fans finis du Canadien. Fait que c'était. C'est de valeur que j'ai pas eu la chance de vivre ce repêchage-là, mais juste le fait d'être repêché et d'avoir la chance de porter le chandail du Canadien, c'est spécial. Parlons-en de ton aventure avec le Canadien, qui est, on va dire, spéciale quand même. Tu as quand même eu, je regarde tes stats à Fredericton dans AHL, tu avais des solides stats pour un défenseur à ta deuxième saison pro, 41 points en 79 games. L'année d'après, 45 en 76, tu as joué un match avec le Canadien. La saison d'après, tu as joué la saison complète avec le Canadien 2000-2001. Après ça, 2001-2002 que tu as joué aussi avec le Canadien. Tu as joué 2 saisons complètes avec le Canadien. Et là est venu le moment où, dans la même journée, tu as été mis au ballottage, réclamé, puis échangé à une autre équipe. Comment tu t'expliques tout ça, le fait que le Canadien, moi, je trouvais ça spécial de voir que la même journée, tu avais été mis au ballottage, réclamé, puis échangé à une autre équipe. Toi, tu l'as vécu comment, cette journée-là? Cette journée-là, dans le fond, moi, ce qui est arrivé, si je retourne en arrière, ma première année avec le Canadien, quand j'ai fait l'équipe, j'avais une année incroyable à Québec. J'avais été des joueurs de l'année des Citadelles. J'arrive au camp l'année d'après. Je fais l'équipe, mais je suis comme l'entraîneur, c'est Alain Vigneault à l'époque. Okay. Les 20 premières games, 22 premières games, je joue 3 games. C'est 22, 23 premières games. Les 3 games, je joue à l'avant. Ah ouais? Je commence les 3 games à l'avant. Fait que, tu sais, les 2 games que je joue à l'aile, puis on jouait le left wing. Fait que je jouais pas vraiment à l'avant. J'avais pas le droit d'aller sur le forecheck. Puis j'étais. Fait que dans le fond, j'ai embarqué sur la glace juste pour tuer du temps. C'était un peu juste pour opposer les autres. Puis on joue une game à Washington. Je commence la game à l'avant. Carl Dykhouse, ça va pas bien. Il met Carl Dykhouse sur le banc. Il me dit, tu t'en vas en arrière. Je m'en vais en arrière. On perdait comme 4-1. On fait une petite remontée. Je score mon premier but dans le national. La game d'après, je joue à défense encore. 2 ou 3 jours plus tard, Alain Vigneault se fait mettre dehors. Michel Terrien, qui m'avait coaché les 3 dernières années dans la Ligue américaine, arrive à Montréal. Ça, on est rendu au mois de décembre. Puis je viens encore à l'hôtel à Montréal. Je suis au centre-ville. J'ai aucune idée. Je m'en vais-tu en haut, en bas, tu sais. Tant qu'ils ne disent pas de prendre un appartement, c'est comme tu es toujours en limbo. Ouais. Tu ne sais jamais de journée à l'autre. Fait à chaque jour, je me présente à l'aréna. OK, aujourd'hui, je m'en vais en bas ou pas. Puis, en tout cas, finalement, Michel Terrien arrive. Une semaine plus tard, il me dit prends-toi un appartement. Michel Terrien me fait confiance. Je joue avec Eric Weinrich. On joue contre Pittsburgh. Je joue contre un idole de jeunesse, Mario Lemieux. La ligne, c'est Mario Lemieux avec Jaromir Jagr. La veille de la game, il me dit demain, c'est toi et puis Wino qui joue contre eux autres. Je dis, tu sais, j'ai parti de. Tu sais, on a eu une saison difficile à Montréal, il y a des blessés. Là, ça va bien, puis il y a tout. Même si ça va mal côté équipe, moi, ça va super bien. Il parle de rebâtir l'équipe autour de moi en arrière. Puis, tu sais, tout va bien. Saison d'après, j'arrive à Montréal. Là, je suis gonflé à bloc. Je viens de signer mon premier one-way dans la Ligue nationale. J'ai un contrat de 2 ans avec des bonus. J'achète une maison à Blainville. Je sais qu'il n'y a rien de gagné dans la vie, mais je suis plus stable. Excusez. Fait que là, j'arrive au camp. Cette année-là, ils ont été chercher Stéphane Quintal. Patrice Brisebois revient d'une blessure. Fait que là, il est là. T'as Greg Rivet. Fait qu'on a 4 défenseurs droitiers. Fait que là, les 4 défenseurs droitiers, Michel Terrien vient me voir. Il dit c'est toi qui vas aller jouer à gauche. Fait que c'est correct. Fait que je vais jouer à gauche. Puis les gens, des fois, le défenseur gaucher, il y a toujours plus de gauchers que de droitiers. Mais des droitiers, j'ai jamais eu à jouer à gauche de toute ma vie. Fait que ma première année que je joue au hockey à gauche, c'est dans le national. Fait que la game, elle va vite en tabarouette. C'est seulement ma 2e saison.
Fait que rendu au fight, je suis rendu moins 25. J'éprouve énormément de difficulté à jouer à gauche. Et les angles sont différents. Puis j'ai de la difficulté. Fait que finalement, j'étais comme. J'ai été dans les estrades peut-être 27-28 games en ligne. Fait que là, je suis retourné. J'ai pas joué. Dans les playoffs, j'ai joué seulement 2 matchs. On a perdu contre la Caroline en deuxième ronde. Cette année-là, c'est là que la Caroline avait perdu en finale de la Coupe Stanley. Okay. C'est l'année que, justement, Saku Koivu avait fait son retour d'un cancer. Okay. Ça a été une année quand même spéciale. J'ai mis ma maison à vendre à Blainville, sachant très bien que sûrement que mes joueurs étaient contents à Montréal. Okay. Il me reste 1 an de contrat. J'arrive au camp. Le ballottage à la fin du camp d'entraînement. Le ballottage, j'ai été pris par Dallas. Mais Dallas, Guy Carbonneau, qui était mon assistant coach à Montréal, devient assistant DG à Dallas. Quand il a vu qu'ils m'ont mis au ballottage, c'est lui qui a recommandé aux Stars. Fait que les Stars, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est qu'ils ont fait un échange avec... l'échange était déjà fait. Comme moi, quand j'ai parlé aux dirigeants du Canadien, l'échange était déjà... Tu sais, c'était ils appelaient ça un pre-arranged deal. Fait que, dans le fond, Dallas, ils ont dit à Atlanta, prenez-les. Atlanta, il y avait le premier choix du draft. Atlanta l'ont pris, ils m'ont pris, puis ils m'ont échangé tout de suite. OK, pour Atlanta, pas te perdre. Ils ne voulaient pas m'avoir. Fait que, dans le fond, Dallas, ils ont donné un choix Puis Atlanta, ils ne voulaient pas... C'était une équipe de bas de classement. Fait qu'ils ne voulaient pas nécessairement de moi. C'était vraiment Dallas qui avait fait l'arrangement déjà d'avance. Pour pas te perdre pour une autre équipe. Okay. Puis, c'est comment de passer d'un gros marché comme Montréal au Texas? Que, dans ce temps-là, il y avait une bonne équipe. Ça faisait, je pense, 4 ans qu'ils avaient gagné leur Coupe Stanley. Mais c'est comment de passer d'un gros marché hockey à un marché que c'est pas nécessairement le sport premier du Texas. Le hockey, c'est pas le sport premier du Texas. Extrêmement difficile. Honnêtement, là, quand je suis parti de Montréal, j'étais extrêmement heureux d'avoir l'opportunité de rester dans la nationale d'un nouveau départ. J'arrive à Texas, il fait chaud, c'est beau, une belle ville. On a une équipe incroyable. Je joue avec Bill Guérin, Mike Montano, des Hall of Fame, Sergei Zubov, Darian Hatcher. On a un club pacté. On a le meilleur club de la Ligue. Mais je te dirais que j'éprouve beaucoup de difficultés à m'ajuster. Montréal, c'est une ville de hockey comme Toronto. C'est des marchés que journée de match, c'est spécial. Que ce soit un lundi, un mardi, un mercredi, c'est spécial. Tu sens il y a une vibe. Je ne sais pas comment l'expliquer. Là. Ça, c'est une autre chose qui me manque de la retraite. C'est de la préparation, l'engouement pour le match. Ça me manque. Puis, on était allé jouer à Montréal au mois de novembre quand j'étais avec Dallas. Puis, j'avais appelé ma femme à l'époque. J'avais dit, je voulais plus retourner. Là. J'avais comme trop aimé ça à Montréal encore. Là. On avait eu la chance de passer quelques jours. Puis tu vois, après les fêtes, je dirais à peu près janvier, février, c'est là que vraiment j'ai comme lâché prise. Puis que là, je me suis mis à apprécier Dallas. Puis à vivre. C'était ça qui allait être mon mode de vie. Puis c'était un changement là, vraiment radical. Puis toi, la pression de Montréal, surtout pour un Québécois, ça t'effrayait pas? C'était quelque chose que tu carburais à pression? Bien, tu vois, moi, je n'ai jamais ressenti vraiment de pression. Okay. Tu sais, personne, comme défenseur, petit défenseur, c'est tout le temps ça que j'essaie des fois d'expliquer. Je suis un petit défenseur, je ne fais pas beaucoup d'argent, je suis un gars de la place. Ils ne s'attendent pas à ce que je fasse des points. Okay. Du moment que l'attente est plus grande, et que tu ne réponds pas aux attentes, c'est là que la pression monte. Tu sais, si on regarde un David Desharnais, il est rentré dans le national avec les Canadiens, un petit Québécois travaillant, il rentre là, c'est comme wow, il est très bon, puis tout le monde capote dessus. Puis là, il signe son contrat. Il n'était pas moins bon. Là. C'est juste que là, les attentes ils ont augmenté. Puis du moment que les attentes augmentent, quand tu ne remplis pas les attentes, c'est là que la pression commence. Puis c'est là que ça devient difficile. Mais moi, j'ai été chanceux. J'ai pas senti cette pression-là. On va en reparler tantôt parce que là, une fois rendu à Toronto plus tard dans ta carrière, là, il y en avait peut-être plus de pression. On va y revenir. Zach, je pense que tu voulais parler de Saku Koivu avec Stéphane. Oui, mais dans le fond, – 1er point, ça a été comment de jouer 2 saisons avec Saku Koivu?
Ben, Sakou, c'est un joueur inspirant. C'est un compétiteur, pratique, game. C'est un gars qui se présente à chaque match. Un gars extrêmement compétitif. Puis, c'est sûr que l'année qui est arrivée, c'était le tournoi de golf du Canadien. Tous les joueurs sont là. Le capitaine n'est pas là. C'était comme drôle un peu. Puis c'est le lendemain matin du tournoi qu'on a appris qu'il avait le cancer, ça a été comme une bombe atomique. C'est comme... Bon, en tout cas, moi, personnellement, puis tous les joueurs, ça nous avait jeté à terre. Là, puis pour lui, d'être capable de revenir dans la même saison, d'embarquer et d'être capable de jouer dans les playoffs, c'est comme exceptionnel. Là. C'est comme de faire tous ces traitements-là et d'être capable de revenir, c'est comme wow! Puis la game, quand il est revenu, l'ovation qu'il a eue, c'est comme, tu te dis, tabarouette, ça se peut pas. Là, l'amour qu'il a reçu des gens de Montréal, tout ça, c'était un moment magique que moi, je me rappelle encore. Là. OK. Puis mon deuxième volet à la question, c'est est-ce qu'il y a des débats dans le fond, comme quoi il y a des partisans qui veulent que son jersey soit retiré, d'autres que non. Toi, t'en penses quoi? Est-ce qu'il mérite d'avoir le retrait de son chandail? C'est une bonne question. Si on regarde l'histoire des Canadiens, ça fait plus de 100 ans qu'ils sont dans la Ligue. Je ne sais pas comment les organisations pensent à toutes ces choses-là. Je sais que, mettons, on prend exemple à Toronto, ils ne retiraient pas les chandails. Ils les honoraient au plafond. Parce qu'à un moment donné, les gars, ils n'auront plus de chandail à mettre. C'est comme... c'est sûr que Sakou, il a quand même marqué l'histoire du Canadien à sa façon. Ça, c'est sûr. Non, c'est vrai, il n'a pas gagné de Coupe Stanley. Ça, c'est sûr que des fois, il y a des partisans que... À Montréal, ce qui arrive, c'est que les gens ont été choyés, on a grandi. Moi, j'ai grandi, puis j'ai eu la chance d'avoir le Canadien gagner 2 Coupes Stanley en jeunesse. Il y a du monde, mettons, on regarde les Leafs, les gens, ils n'ont jamais vécu, les jeunes de mon âge, ils n'ont jamais vécu ça. Là, ils n'ont aucune idée. Fait quand même, ils se rendraient en finale de conférence ou quoi comme ça, c'est exceptionnel. Mais nous, s'ils rentrent en finale de conférence, c'est rien. Parce qu'on s'attend à ce qu'ils gagnent, puis on s'attend à ce qu'ils gagnent à chaque année. Puis c'est... ça, c'est sûr que peut-être que ça joue contre lui un petit peu, le fait qu'il n'ait pas gagné de Coupe cette année. Mais si on regarde l'ensemble de son œuvre, sa carrière, oui, je pense qu'il pourrait peut-être avoir place à... Je ne sais pas c'est quoi le processus de décision puis ces choses-là, mais si on regarde, mettons, à Anaheim, Scott Niedermayer, il a joué là, il a été là, peut-être il a joué peut-être 4-5 ans, même pas. Il n'a pas joué la majorité de sa carrière, mais il a gagné une Coupe Stanley. Il a retiré son chandail. Raymond Bourque, il a joué quelques saisons à Colorado, 2 ou 3. Il a gagné une Coupe Stanley, son chandail est retiré là-bas aussi. Souvent, c'est ces choses-là qui font... c'est un débat qu'on pourrait avoir longtemps. Moi, des fois, je pense qu'il y a des gars que ça dépend comment tu es entouré. Peut-être s'il avait été mieux entouré dans ces années-là, peut-être qu'il aurait une chance de gagner. J'ai eu la chance de jouer avec lui à Anaheim en fin de carrière. Puis c'était un joueur différent, qui apportait un rôle différent, mais il n'a pas eu la chance, malheureusement, de gagner la Coupe Stanley. Puis est-ce que tu penses qu'un gars comme, mettons, Sidney Crosby pourrait avoir son numéro retiré à travers la Ligue au complet comme Wayne Gretzky ou ça se fera plus, ça? Ben, tu vois, je ne sais pas si ça... Gretzky, je pense que ses records, c'est comme... Je pense que c'est inatteignable. C'est comme... C'est ridicule. Là. Tu regardes, il a joué à une époque différente, mais peu importe l'époque qu'il a joué, c'est quand même exceptionnel qu'est-ce qu'il a fait. Sidney Crosby, qu'est-ce qu'il fait, puis qu'est-ce qu'il a fait, je pense que c'est exceptionnel aussi. Dans le hockey d'aujourd'hui, la constance qu'il démontre, la passion qu'il a pour la game, c'est quand même... il a gagné des médailles aux Jeux olympiques. Il a gagné pas mal partout. Peut-être que c'est quelque chose qui pourrait arriver, mais honnêtement, je ne pense pas que, même s'il ne retire pas son chandail, j'ai de la difficulté à avoir quelqu'un qui irait porter le numéro 87. Comme le 66, il n'est pas retiré dans la Ligue nationale, ben, j'aurais de la difficulté à avoir
un joueur qui voudrait porter le numéro 106, c'est comme... Josh Oseng, ça avait commencé, ça. C'est ça. Revenons à ta carrière, à ta première saison à Dallas. Ça s'est terminé en 2003. 2003, qui est aussi l'année de naissance de Justin. Comment tu as vécu ça? Puis, tu sais, non seulement sa naissance, mais aussi toute sa jeunesse avec ta carrière de hockey. Comment tu as été en mesure de bien jauger tout ça? Ben, sa naissance, sa mère était enceinte. Elle avait nous, on partait sur un voyage, on s'en allait au Minnesota. Donc, on avait la femme à Dave Morissette était venue chez nous, Okay. à Dallas, pour l'aider, vu que j'étais parti. Puis on savait que ça s'en venait. Ça s'en venait. Puis tu vois, j'étais au Minnesota, je pense qu'on perdait 5 ou 6-0. On était en deuxième période. Après la deuxième période, on retourne dans la chambre. J'étais assis dans mon stall. Les gars, tu sais, personne ne parle. Les gars sont découragés un peu. Le gars de PR, il rentre dans la chambre et il dit « Steph, viens ici. » Là, je dis comme ça arrive jamais là, durant une game. Fait que je m'en vais le voir. Il me donne le cellulaire et il dit « C'est ta femme. » Là, elle est à l'hôpital, elle a crevé ses os. Là, moi, dans ma tête, il me reste une période à jouer. Après ça, il faut voler à Dallas. Puis là, comme la troisième période, là, j'ai juste hâte que je ne suis plus là. Ouais. C'est comme la game. Là, je me vois manquer l'accouchement. Tout ça. Finalement, la game finie. Notre capitaine Hatcher dit on se dépêche, on s'en va. On arrive à Dallas. L'auto, j'étais avec Philippe Boucher. Philippe Boucher, c'est lui on carpoolait ensemble. Son auto est parqué à côté de l'avion. On débarque les premiers de l'avion. On s'en va. On arrive pas à l'aéroport, mais excuse, à l'hôpital. On court finalement pour arriver, je suis arrivé qu'il était peut-être minuit et demi à 1h. Puis finalement, Justin n'est pas né avant midi le lendemain. J'ai passé la nuit debout. Puis en tout cas, ben, ça a été un événement comme incroyable. Puis, tu sais, Marie-Ève, sa mère, on est des Québécois, puis tout ça. Là, elle a accouché aux États-Unis. C'était quelque chose, on était chanceux. Il y a une des infirmières, elle parlait français, une fille d'Ottawa. Fait que, tu sais, tout a quand même bien été. Puis, fait que j'ai été 2 jours le lendemain, il fallait que je reparte sur la route. On s'en allait à Edmonton. Fait que, tu sais, j'ai eu la chance de vivre l'accouchement et d'être là. Après ça, c'est sûr que c'est Marie-Ève qui s'en est occupée pas mal jusqu'à temps que les playoffs finissent. Puis cette année-là, on avait une équipe pour tout gagner. On a perdu en deuxième ronde contre Anaheim. C'est Jean-Sébastien Giguère qui avait perdu contre les Devils, avaient gagné la Coupe Stanley. Puis c'est cette année-là qu'il avait gagné Conn Smythe, c'est lui qui nous avait battus. Sinon, moi, je pense que l'année que j'aurais pu gagner, c'est cette année-là. Là. On avait une équipe incroyable. Puis après ça, Justin, dans le hockey, comment c'est pas. On va revenir vraiment à ta carrière après, aux différentes saisons que tu as eues. Mais Justin, à quel moment que ça a commencé le hockey pour lui? Puis à quel moment tu as su qu'il avait un talent spécial pour peut-être faire un bout de chemin dans le hockey? Bien, il a commencé jeune. Honnêtement, je l'ai commencé jeune. En 2003, il est né. Après ça, je suis allé à Chicago. Après Chicago, c'était le lockout. Puis j'ai joué en Allemagne. Et en Allemagne, j'avais les clés de l'aréna, puis on pouvait aller sur la glace. Il n'y avait personne l'après-midi. Fait que l'après-midi, il y avait les patins à 2 lames qu'on mettait par-dessus des bottes. Puis j'avais coupé un petit bâton, puis on allait sur la glace des fois. Puis c'est un peu comme ça qu'il a commencé. Puis quand on est revenu à Dallas, après, il a commencé, il a fait des cours à Dallas. Le programme, il fallait que tu fasses comme un cours de patin au départ. Puis une fois que tu avais tes 8 séances, puis qu'il poinçonnait ta carte à chaque fois, il y avait comme une petite évaluation. Une fois que tu avais fait ça, là, hop, tu peux aller au hockey 101 qui appelait ou quoi comme ça. Une fois que tu avais ça, là, tu peux rentrer dans une équipe. Puis là, tu vois, il est rentré dans une équipe. Là, c'est une équipe comme plus locale, si on peut dire. Je me rappelle plus. Il appelait ça Mini Mice ou peu importe. Puis sa première année, il a gagné le championnat. Ils ont gagné le championnat de la Ligue. Puis en finale, ils ont gagné, tu sais, comme père, honnêtement, moi, c'est sûr, je suis fier. Puis, Joe Newendike, son gauche dans l'équipe. Fait qu'on a fait comme un petit party après. On a fait comme si c'était la Coupe Stanley. Puis en tout cas. Puis après ça, Justin, il a joué, c'était en 2003. Mais à Dallas, il jouait toujours avec les 2002.
OK. Fait que, mais tu sais, c'était quand même challengeant. Fait que, tu sais, puis à Dallas, même si c'est pas un gros marché de hockey, le hockey mineur, il y a quand même des très bons entraîneurs, des Canadiens, des coachs russes. Puis tu regardes, mettons, si on regarde l'équipe dans laquelle ils jouaient avec les 2002, tu as un gars, Chase Yoder, qui jouait pour le programme national américain, qui est quand même difficile à rentrer dedans. Tu as Jackson Newendike, le gars à Joe Newendike, qui risque de jouer dans un collège américain quelque part. Puis tu as Cross Annis, qui a joué pour les Portland Winterhawks cette année dans Western League. Puis il a joué à 16 ans. Puis cette année, il est classé pour être repêché dans la Ligue nationale. OK, quand même. Il y a quand même des bons joueurs de hockey. C'est sûr que dans la région de Dallas, ils gagnaient souvent, mais ils jouaient contre des 1 an plus vieux. Eux, mettons, c'était du 3A. Ils jouaient contre du 2A, mais du 2A 2001. OK. Juste quand ils allaient à l'extérieur, le problème à Dallas, c'est qu'il fallait souvent voyager. Fait qu'on allait faire des tournois, mettons, à Détroit. Ils sont allés à Toronto, ils sont allés en Californie. Il fallait se déplacer pour pouvoir avoir de la compétition du même âge. C'est sûr que les bons joueurs à Dallas sont capables de jouer contre les bons joueurs des autres places, mais c'est sûr qu'il n'y a pas la même profondeur. C'est après ça que ça descendait un petit peu. C'est un peu là que ça a commencé. Puis tu vois, quand il est revenu en 2014, la première année qu'il est revenu au Québec, full-time, c'est là qu'il a joué. Il a joué POE 3 à Sherbrooke, le programme Les Enfants du Triolet. Ouais. Dans cette équipe-là, POE 3, tu avais Alexandre Doucet, Marshall Lessard, William Villeneuve, Patrick Gay. Michaud, étais-tu là? Michaud n'était pas là. Michaud, lui, il jouait il avait joué comme dans le 2A. OK. Justin, c'était en première année. C'était le seul première année qui avait fait l'équipe, je crois. Non, il y avait un autre petit gars, Adam Emery, qui a été repêché à Sherbrooke l'année passée, qui avait fait l'équipe aussi. Le coach, c'était François Guay, le père à Patrick. Tu avais Nick Réaume, donc Pascal Réaume, il était assistant coach à Justin. OK. Puis tu avais le père à Marshall, qui était aussi assistant coach. Il y avait une grosse équipe, plusieurs, même Béliveau qui jouait à Rimouski. Tous ces joueurs-là jouaient tous dans la même équipe. Ces gars-là sont tous rendus juniors ensemble. OK, ouais. Quand même, c'était une grosse année. 2002 à Sherbrooke, une année comme exceptionnelle. Ouais. Puis est-ce que c'est à partir de ce moment-là que vous avez vu que Justin avait un talent spécial pour faire du chemin ou c'était même avant ça qu'il se démarquait beaucoup? Honnêtement, si mettons, on regarde à Dallas, c'est un bon joueur. C'était pas nécessairement le meilleur joueur de l'équipe, mais c'est un bon joueur, il travaillait fort, tout ça. Tu regardes, mettons, son année Pee-Wee, ben, c'est sûr qu'il y avait beaucoup de deuxième année qui étaient en avant de lui. Lui, il arrivait de Dallas, donc il était un petit peu, des fois, le niveau de compétition était beaucoup plus élevé ici au Québec. Donc, il était un petit peu, puis il jouait avec des joueurs élites 2002, fait que il y a quand même une grosse gap. Sa deuxième année Pee-Wee, il y a eu une année comme quand même une bonne année, mais je pense qu'il s'était mis beaucoup de pression vu qu'il avait joué la première année. Puis quand il est arrivé au Bantam 3 relève, je pense qu'il y a eu un entraîneur, Mike McClure, qui a eu un impact, selon moi, il y a eu un impact majeur sur sa carrière. C'est vraiment là, on dirait que ça a décollé. Okay. Puis c'est comme. Il y a eu vraiment une belle année. Ils ont gagné les U14 à la fin de l'année. Gagné le tournoi Bantam de Sherbrooke que moi, j'avais gagné. Il m'a fait... Dans le fond, Justin m'a fait... Il me refait vivre plein d'événements que moi, j'ai eu la chance de passer. Notre parcours, il n'est pas pareil, mais on a des petites choses qui se ressemblent un petit peu. Là. Puis, on voit souvent dans les films le classique du père qui s'implique trop. Est-ce que tu as peur de tellement vouloir qu'il réussisse, de trop t'impliquer? Parce que je sais que vous avez une super belle relation, vous parlez beaucoup. Est-ce que des fois, tu te dis, OK, là, il faudrait moins que je m'implique? Ou est-ce que c'est dur pour toi, des fois, de tracer la limite entre, OK, ça serait plus la job du coach et de dire, ou comment tu te sens dans cette relation-là? Ben, c'est sûr que des fois, c'est touché. Moi, c'est mon sport. Ouais, c'est ça. Par mon travail, c'est ça que je fais. J'aide les jeunes. C'est quelque chose que j'aime faire. J'entraîne les jeunes l'été à l'académie. Donc, j'entraîne Justin l'été, sur la glace. C'est sûr que des fois, il faut que je me parle. Puis je dirais que
plus je vieillis, plus que Justin vieillit, ben, plus que j'essaie, mettons plus jeune, quand il était plus jeune à Dallas, j'embarquais sur la glace avec lui, puis je voyais tous les petits défauts qu'il faisait, puis mettons, j'allais en arrière du banc, ben c'est sûr, je voyais tout le temps les petites affaires, puis lui, là, ça l'achalait, j'étais comme, c'était trop. C'était trop. J'avoue, j'étais comme trop. Puis je faisais pas ça pour mal faire, mais lui, ça lui mettait une pression inutile. Ouais. Puis c'est une des raisons pour lesquelles j'ai jamais vraiment coaché. Puis je pense que c'est mieux comme ça. Puis j'essaie plus de l'encourager puis donner des petits trucs, mais sans rentrer dans les détails. Puis je pense que la pire affaire que je pourrais faire, c'est de dire comment jouer quand un entraîneur essaie d'y enseigner autre chose. C'est ça. Là, ce qui arrive, c'est que le joueur il est complètement mêlé. Puis c'est quelque chose que des fois, tu sais, à cette heure, les jeunes, ils ont des agents, ils ont des parents, des fois des grands-parents, des mononcles. Fait que si tout le monde est dit, il peut y avoir plein de bonnes choses à faire, mais on ne sait pas qu'est-ce que l'entraîneur il a demandé au joueur de faire. Puis si l'entraîneur demande quelque chose, puis le jeune il entend autre chose là, puis une autre chose là, et tu deviens mêlé, puis la game est trop vite, fait que ça devient compliqué. Fait que j'essaie vraiment plus de l'encourager, puis plus de l'aider avec qu'est-ce qui est demandé, mettons, de l'entraîneur. Mais là, Justin, il a la double citoyenneté, il est canadien et américain, Ouais. mais il fait Team Canada. Mais est-ce que c'est vous qui décidez, lui qui décide quel pays qu'il prend? Comment ça fonctionne, ça? Oui, bien tu vois, l'an passé, quand il était MJ3, Magog, il y a un monsieur du programme national américain qui m'a contacté. Il voulait parler à Justin. Moi, j'avais expliqué, je dis, regarde, ça va être la décision à Justin, parce que l'année passée, Justin il aurait pu aller USHL, il aurait pu aller la route des collèges américains, il aurait pu aller dans le programme national américain, qui est quand même un beau programme. Il y a des bons joueurs qui ont sorti de là. Puis le gars est allé voir, mais Justin, son idée était faite, ça faisait comme une couple d'années déjà que lui, il voulait jouer dans les Ligue de hockey junior du Québec. C'était décidé, c'était clair. Il n'y a pas personne qui allait le faire changer d'idée. Puis même si le monsieur est descendu des États-Unis, puis il est allé le voir pratiquement à Magog, puis il a parlé, lui, c'était clair, il ne voulait pas y aller. Puis tu vois, cette année, au moins 17, il a joué pour l'équipe Canada. Ils ont joué contre les Américains. Puis, il y a des joueurs américains qui l'agaçaient, qui ont dit que c'était un traître, parce que, c'était drôle un peu. Il y a des gars avec qui il avait déjà joué. Mais mettons, pour le World Juniors et ces choses-là, je pense que jusqu'à 18 ans, ça, je ne suis pas sûr des règles. Jusqu'à 18 ans, mettons, il y aurait encore la chance de décider s'il va aller jouer pour les États-Unis ou le Canada. Okay. Une fois que, mettons, à 18-19 ans, mettons, il jouerait pour le Canada, ben là, il ne pourrait pas changer pour USA. Il y a quelque chose. Je ne suis pas sûr exactement des règlements. Puis okay. ça mène à la question la fameuse question dans la LHMQ, le gros dossier à chaque année au repêchage, des gars qui choisissent un peu leur équipe. Pour toi, j'imagine que c'était une fierté pour toi de voir que Justin, dans sa tête, c'était « je vais aller jouer ou je vais être repêché, puis ça va être ça ». Oui, exactement. Ben, moi, on a parlé avec sa mère, on a parlé, Justin, il n'y avait pas nécessairement d'agent. Fait que, pour nous, c'était pour Justin, c'était lui qui allait prendre la décision. Fait que lui, du moment qu'il a décidé qu'il voulait aller jouer au junior majeur, lui, c'était clair dans sa tête, il voulait aller jouer n'importe où. Lui, il est compétitif. Lui, c'est sûr que son plan, il voulait sortir premier overall, puis peu importe c'est où ce qu'il allait sortir, je pense que ça a été son plan du début. Puis, peu importe l'équipe qui repêchait. Puis, je pense qu'il est très, très, très heureux à Val-d'Or. C'est sûr qu'il y a eu une petite déception quand il n'a pas été repêché premier à cause de son côté compétitif, mais je pense qu'il était capable de tourner la page assez rapidement pour justement, là, il est fier d'être un foreur. Bon, on aura probablement la chance d'y revenir plus tard. Là, on va revenir sur ta carrière. Comment tu as vécu, on a parlé du changement Montréal-Dallas. Maintenant, le changement Dallas-Chicago, comment ça s'est fait juste avant le lockout, avant l'année du lockout, dans le fond? Ça, dans le fond, c'était un matin, l'équipe, l'année d'avant, on parlait de l'équipe, on avait un club pacté, moi, de ce que tu gagné. L'année d'après, on a quand même encore une bonne équipe. L'équipe va pas bien, on éprouve des difficultés, puis
on pratique, je ne me rappelle plus quel jour de la semaine, puis Dave Tippett nous réunit à la fin de la pratique, puis là, il dit il va y avoir des maisons qui vont être en vente si on ne se remet pas à gagner. Puis... Mais tu sais, moi, je me sens pas trop impacté par ça, parce que si je suis un joueur de soutien, je ne suis pas un joueur vedette, je ne fais pas beaucoup d'argent, puis le lendemain matin, il est comme 7h ou 7h30, je suis couché, puis on reçoit un téléphone. Ma femme, elle prend le téléphone, elle dit Dallas Stars. OK. Fait que là, je réponds au téléphone. C'était mon GM qui me disait je t'ai échangé à Chicago. Mais moi, Chicago, Jocelyn Thibault était gardien des Blackhawks. Donc, ça a été quand même. On est allé vivre chez eux pendant à peu près un mois. Fait que ça a été quand même un beau. Puis sa fille Annabelle, qui est née, c'est une 2003 Lucie, qui était proche, puis ils étaient nos voisins au lac Brompton, dans le coin de Sherbrooke. Donc, c'est du monde qu'on connaissait, qu'on côtoyait. Fait que la situation était quand même était bonne pour moi. On avait une équipe très mauvaise. Il n'y avait personne dans les estrades à Chicago. Mais moi, ça m'a permis de jouer plus, d'avoir un rôle plus important. Puis ça a été... Je pense que ça a été quand même bon pour moi si on regarde dans ma carrière. Puis tu as quand même... Oh, excuse, Zach, tu peux y aller. C'est quoi ton plus beau souvenir à Chicago? À Chicago, mon plus beau souvenir, honnêtement, je pense qu'il faudrait que je dise... Parce que tu n'as pas été là longtemps, là, tu sais, c'est juste... Non, j'ai pas été là longtemps. J'ai été comme 45 games. Ouais. Puis, je dirais peut-être la première game quand je suis arrivé, Brian Sutter qui était coach, il m'avait parlé, puis il y avait des beaux projets pour moi, il croyait en moi, il y avait un rôle pour moi au sein de cette équipe-là, puis il m'a mis comme en confiance dès le départ. J'ai eu la chance de jouer avec Brian Bérard, même s'il jouait juste avec un œil, c'était après sa blessure. J'ai eu la chance de jouer quand même avec un bon défenseur. Si on regarde le beau côté, mettons, j'irais plus, mettons, du côté que Jocelyn, qui est un bon ami, lui était blessé à la hanche, fait on n'a pas joué un match ensemble, finalement. Okay. Parce que quand il est revenu à la fin de l'année, moi, je m'étais cassé l'os de la joue, donc j'ai manqué comme les 15 dernières games d'année. Ah ouais. Il est revenu, fait qu'on s'est manqué, on n'a pas eu la chance de jouer une vraie partie ensemble, mais on a été ensemble là, fait que mais c'est pas un moment qui va... je sais pas comment dire ça. Des fois, je sens pas que j'ai joué pour les Blackhawks. Ça a été comme j'étais de passage. J'ai pas beaucoup de sentiments d'appartenance, mettons, à rapport à ça. Je suis curieux de savoir, pendant le lockout en 2004-2005, tu as joué en Allemagne, on l'a dit. Comment ça se fait ce choix-là? Parce qu'on sait les joueurs sont partis partout à travers le monde. Toi-même, au lockout de 12-13, cette fois-là, tu étais parti en Finlande. Comment ça se fait ce choix-là d'aller en Russie ou d'aller en Allemagne ou d'aller en Finlande, Suède? Puis comment ça s'est fait pour toi? Moi, dans le fond, j'étais à Sherbrooke. Là, on ne sait pas ce qui va arriver. Le lockout, il décrète le lockout le mardi, je crois. Le mercredi, Patrick Lebeau, un gars de Sherbrooke, qui joue pour les Frankfurt Lions en Allemagne, et il m'appelle, il dit « Hey, on cherche un défenseur, il dit, ça te tente-tu de venir jouer avec nous autres? » J'ai dit oui. J'ai dit OK. Il dit mon agent, il dit mon GM va t'appeler demain. Le GM m'a appelé, il a parlé à mon agent. Le jeudi, j'étais dans l'avion. Puis le vendredi soir, je jouais ma première game. La première game de la saison. Et quand la saison commençait le vendredi, j'étais arrivé pour la première game. Pas de camp d'entraînement, rien. Mais c'est sûr que j'étais entraîné. Puis j'avais patiné tout l'été. J'étais prêt à. Ben, j'ai pas fait de camp d'entraînement. Puis c'est comme ça que c'est arrivé. Fait que j'ai été chanceux. Puis excusez. Tu vois, les Frankfurt Lions, ils avaient gagné le championnat la saison d'avant. Fait qu'il y avait quand même une bonne équipe. Puis la Ligue le calibre, il était intéressant. C'était une année où, encore là, j'ai eu la chance de jouer en avantage numérique, de jouer des avantages, de jouer des grosses minutes. Puis je pense que ça m'a aidé à rebâtir un peu ma confiance. Vite de même, y avait-tu d'autres bons joueurs NHL qui étaient partis dans la Ligue allemande? Oui, ben tu vois, Doug Waite est venu jouer avec nous à Frankfurt. Il y avait Mike York qui jouait à Düsseldorf, Nathan Dempsey qui avait joué à Chicago. Il y avait Giga, il est allé
Il me semble que était-tu allé à Berlin? En tout cas, il y avait une couple de gars un peu dispersés, là, parce qu'en Allemagne, dans le fond, ce qui arrive, c'est que tu as le droit à 12 importés, tu as le droit de naviguer 11 importés à chaque match. Il y a une grosse limite. Fait que les clubs ils étaient prêts à prendre des chances sur des joueurs de la NHL, même si ça allait recommencer. Comme moi, j'avais une clause que si la Ligue nationale recommençait, je pouvais revenir jouer dans la Ligue nationale. J'avais signé un contrat comme ça. Puis l'année d'après, même à la fin de cette année-là, on ne savait pas si on allait recommencer. J'avais signé un contrat avec une autre équipe de la Ligue allemande à Mannheim. OK. Puis finalement, la NHL a recommencé, là, puis tu as signé à Dallas, tu es retourné Exactement. où tu avais commencé ta carrière, où ça avait mieux été ta carrière avec la grosse équipe. Puis en 2007-2008, vous avez joué quand même, tu as joué 18 games de playoff. Cette année-là, ça a-tu passé proche? Qu'est-ce qui s'est passé? Cette année-là, on a perdu. Moi, je dirais que ma carrière, c'est là que je me suis fait vraiment un nom. J'étais un petit défenseur, joueur de soutien. Cette année-là, Philippe Boucher s'est blessé, puis Sergei Zubov s'est blessé. C'était les deux premiers droitiers de notre alignement. Le troisième droitier, c'est Matt Niskanen, qui joue maintenant pour les Flyers. Puis moi, j'étais comme le quatrième droitier. Fait que Niskanen, il joue avec Zubov. Moi, je suis de la troisième paire. Puis quand les deux premiers, Zubov et Boucher, sont tombés au combat, c'est comme là qu'ils sont retournés un peu vers Niskanen. Niskanen, c'était sa première ligne de la Ligue nationale. Il y a eu plus de difficultés. Puis c'est là que je suis tombé premier défenseur de l'équipe. Puis cette année-là, on a joué Anaheim, première ronde, on les a battus. Anaheim, il avait gagné la Coupe Stanley l'année d'avant. Deuxième ronde, on a joué San Jose, on les a battus en 6, en quatrième période de prolongation en deuxième ronde. Puis en troisième ronde, en finale de conférence, c'est là qu'on a perdu contre les Red Wings. Cette année-là, les Red Wings avaient gagné la Coupe Stanley. Fait que, on avait quand même une belle équipe. On était amochés un peu. C'est sûr qu'on avait quand même beaucoup voyagé les deux séries dans l'Ouest contre San Jose et Anaheim. Ça avait été assez éreintant. On a manqué de jus. Puis la game en quatrième prolongation contre San Jose, ça nous a... tu vois, la première game contre Détroit, on s'est fait défoncer. Fait que ça avait été difficile mais je te dirais que ça a été probablement les plus beaux moments pour moi dans ma carrière, autant en termes d'équipe que personnel. Pour moi, ça avait été... c'est là que je me suis fait un nom un peu. Là. Après ça, de 2009 à 2014, tu n'as jamais participé aux séries? Après ça, oui, après ça... non, c'est vrai. Après ça, on n'a pas participé aux playoffs. On a perdu la finale de conférence. Cette année-là, on a laissé aller une couple de joueurs. Mathias Nordstrom a pris sa retraite. Hagman, Mietinen, ces gars-là sont partis. C'est là que Sean Avery est rentré dans notre alignement. Ça n'a pas été un succès. On a manqué les playoffs cette année-là. Après avoir manqué les playoffs, dans la même année, le propriétaire il a fait comme banqueroute, si on peut dire. C'est comme la Ligue qui a comme repris les droits de l'équipe. Fait que là, c'est devenu difficile un peu. Fait qu'on, ça a été des années plus tough. Puis tu vois, ma dernière année à Dallas, quand je me suis cassé la jambe, c'est là que Jim Nichols, c'était sa première année. Là. OK. Puis après, on va parler maintenant du lockout de 12-13 où tu es allé jouer en Finlande. Tu as joué quand même juste 15 matchs, c'était la moitié de saison. Comment tu as trouvé ça? Puis comment que le niveau se compare à la Ligue allemande? Le style de jeu est très, très intense en Finlande. Il joue un style très hermétique, beaucoup de trappes. L'affaire qui était le plus difficile pour moi en Finlande, c'est que tu as des patinoires comme olympiques, puis tu as des patinoires hybrides un peu. Ils ne sont pas olympiques, ils sont plus proches de la Ligue nord-américaine. Fait que les dimensions de la patinoire ne sont pas toujours les mêmes. Puis, moi, je suis arrivé là au mois de novembre. Fait que c'est sûr, je n'avais pas fait de camp d'entraînement avec eux. J'étais arrivé là dans le milieu de saison. Notre entraîneur, tous les meetings, tout se faisait en finlandais. Fait que j'ai fait tout le temps, je m'assois à côté de... moi, j'ai joué pour IFK. IFK à Helsinki, c'est comme le Canadien de Montréal. IFK, les gens, ils vont voir IFK, puis c'est gros, là. Puis, fait que
Quand je suis arrivé là-bas au mois de novembre, la Finlande, je ne sais pas si vous avez déjà eu la chance d'aller là, il n'y a pas beaucoup de soleil, c'est gris, les journées sont. Le soleil se lève peut-être, il se lève. Quand il se lève, là, c'est clair, mettons, de 9 h jusqu'à 3 h. OK. C'était gris, c'était sombre, j'étais tout seul, j'étais à l'hôtel tout seul, pas d'enfants, pas rien. Puis l'équipe allait plus ou moins bien. Puis moi, je ressentais de la pression un peu de performer comme étranger. C'était quand même un petit bout tough. Là. Puis, veux pas. J'étais toujours dans l'attente de, j'espère que la Ligue nationale reprend, va-tu reprendre, reprends-tu pas? Tu es un peu toujours en limbo, tu sais pas qu'est-ce qui va se passer. Ça a été un petit bout tough. Passons maintenant à la transaction, la dernière transaction de ta vie, dans le fond, où tu avais été tradé aux Ducks d'Anaheim. Cette transaction-là, j'imagine, là, tu étais plus vieux quand même, ta carrière tirait un peu vers la fin. Comment tu l'as vécu, puis qu'est-ce qui était différent, dans le fond, avec les autres? Dans le fond, c'est la première fois que c'est la deuxième fois que je me faisais échanger. L'autre fois, c'était le balotage, je savais que ça s'en venait. Avec Chicago, c'était durant la saison, inattendu. Celle-là, c'était vraiment spécial parce que, moi, mon cœur était à Dallas. Ma vie était là, ma maison, mes enfants étaient élevés là. Je pensais finir mes jours là. Tout était comme là. En 2013, au mois de novembre, je me casse la jambe. Là, le deadline arrive. Je ne suis pas prêt à rejouer encore. Il me reste à peu près 2 à 3 semaines de rehab. J'ai recommencé à patiner avec l'équipe. Puis le GM, j'étais après manger après la pratique, avant d'aller dans le gym pour faire de l'extra. Le GM, il dit, viens me voir dans le bureau du coach. Je dis, veux-tu que j'aille te voir après mon workout? Il dit, non, viens me voir tout de suite. C'est toujours drôle. Ouais. La période des transactions, il reste comme 3-4, il reste peut-être 4-5 jours max. Fait que je m'en vais le rencontrer, puis avec le coach, puis là, il m'explique que là, les stages, on ne sait pas si on va faire les playoffs. Puis lui, c'était ma dernière année de contrat. Fait qu'il dit, on pense que pour toi, c'est une bonne opportunité. Il y a 2 clubs qui sont intéressés à toi, 2 clubs qui ont la chance de gagner la Coupe Stanley. Un dans l'Est puis un dans l'Ouest. Mais il ne me dit pas qui. OK. Fait que, il dit, t'es-tu d'accord? Parce qu'il avait besoin de me le demander avant si j'étais d'accord, étant donné que j'étais blessé. OK. Fait que, puis j'avais une clause de non-échange aussi, mais les 2 équipes, dans le fond, ils étaient sur les clubs que j'acceptais de me faire échanger, mais étant donné que j'étais blessé, il fallait que je donne mon accord. Fait que j'ai dit oui. J'ai dit si le club qui est intéressé, mais moi, je ne sais pas comment je vais revenir, je ne sais pas le pace de la game des playoffs, puis ça fait comme j'ai été manqué comme 3 mois et 3 semaines, puis quand j'ai recommencé à patiner après avoir m'être cassé la jambe, je patine pas pareil. Là. Je me sens pas confortable, puis c'est pas la même. Ouais. Fait que j'ai attendu quelques jours, puis finalement, je me suis fait échanger justement à Anaheim. Quand j'étais arrivé là-bas, la Californie, wow, quand même une belle équipe. L'année était là, Getzlaf Perry. C'est un club qui avait déjà gagné. Fait que c'était. Je sentais que j'avais une chance de peut-être gagner une Coupe Stanley, puis c'était pour ça qu'ils étaient venus me chercher. Puis malheureusement, j'ai joué. On a joué contre Dallas cette année-là en première ronde. Puis c'est là que je me suis recassé la jambe à Dallas encore une fois. Fait que ça a été. Encore là, à Anaheim, j'ai joué comme 14 games de saison régulière plus 2 games de playoff. Puis ça a été fini. Puis ta blessure contre Dallas, on le voit. Puis là, on voit la blessure en vidéo qui est. C'est pas bien beau. Puis on te voit lancer ton gant. Puis est-ce que dans ta tête, à ce moment-là, est-ce que tu t'es dit genre, OK, ma carrière, elle vient peut-être de finir drette là? Ben, ce qui est arrivé, c'est que la première fois que je me suis cassé la jambe, et moi, je deviens agent libre, ma carrière est finie. Ma première réaction, c'est comme la première fois quand je me casse la jambe au mois de novembre, je me dis, OK, ma carrière est finie. Comme je me casse la jambe, j'ai 36. Il n'y a pas personne qui va me signer un gars qui s'est cassé la jambe. C'est comme j'ai pas la chance de le prouver. Finalement, je reviens et je me dis, wow, j'ai une chance, j'ai une deuxième chance.
Puis là, cet incident-là arrive, c'est comme la même jambe, puis je savais qu'elle était cassée, je savais qu'il. C'est sûr que dans ma tête, c'est comme ma carrière est finie. C'est comme ça se peut pas. Puis finalement, non, j'ai été chanceux. Ça n'a pas été de longue durée par la suite, mais j'ai eu la chance d'avoir un autre contrat agent libre avec Toronto. On regardait ça, moi puis Max, hier. Tu as quand même une belle fiche de combat dans la LNH. Puis on a regardé, puis tu t'es déjà battu avec Corey Perry, puis tu as joué avec. C'est quoi qui se passe dans ce temps-là? Est-ce que vous en parlez par après ou non? C'est sûr que c'était spécial. Puis mettons, s'il y a un gars que je détestais dans la ligue, c'est Corey Perry. Ouais, c'est Perry. Avery comme joueur, jouer contre lui, je le détestais aussi. C'était une petite peste. Puis, je pense que c'est contre Avery que j'ai eu mon meilleur combat. Je pense que c'est là que j'ai eu la chance de. Je pense que j'avais bien fait ça. Je ne suis pas un bagarreur du tout. Je n'ai pas une bonne technique. Je n'ai pas une longue portée. Je ne suis pas très bon. Mais contre Perry, c'est sûr que c'est lui qui avait eu le dessus. Mais dans le fond, je l'avais frappé une couple de mois avant. Puis c'était cassé à la clavicule. Puis il me cherchait sa glace. Puis j'étais comme en fin de chip. En tout cas, peu importe. On avait comme une histoire, les uns contre l'autre. Puis, je jouais tout le temps contre lui. J'étais tout le temps matché contre lui. Fait que, c'est sûr qu'il y avait beaucoup de parlage et tout ça. Fait que c'est sûr que quand je suis arrivé à Anaheim, les gars, c'était comme un peu le running gag. Puis même les médias là-bas, ils avaient fait comme un peu des jokes. Là, puis, fait que lui, il était venu me voir avec les médias. Puis, tout de suite en partant, là, il avait été bien correct. Puis, ça a été un bon coéquipier. Puis, c'est un gars que je prendrais dans mon équipe, mais c'est sûr, jouer contre lui, là, je détestais. Est-ce que c'est le joueur contre qui tu as le plus détesté jouer, vraiment? En termes de trash talk, mettons. Là. Ouais, ben c'est qu'il peut te faire mal de différentes façons. Il est quand même. Il va au filet. C'est un gars qui est capable de compter des buts. C'est un gars qui est fatigant. Il est sans puck. C'est un gars qui est sournois un peu aussi. Fait que, moi, je pense que c'est pas mal lui que j'ai détesté le plus. Là, ouais. OK. Maintenant, passons à Toronto. Tu l'as dit, tu pensais peut-être pas avoir une autre chance. Finalement, Toronto te l'a donné. Mais je pense que, peut-être je me trompe, mais ça ne devait pas être la seule équipe intéressée. Surprenamment, non. Je suis tombé agent libre. Les clubs, ils ont le droit de parler quelques jours avant, là, une période. Puis, les équipes, tu avais Détroit qui avait appelé, tu avais Colorado, tu avais Calgary, tu avais Minnesota. Fait que, j'avais quelques choix. J'étais vraiment surpris. Puis, tu vois, le 1er juillet, j'hésitais vraiment entre Toronto et Détroit. Puis Toronto, finalement, ils ont racheté une année de plus. Toronto, c'était plus proche pour moi. Mes enfants, ça revenait au Québec. Fait que c'était plus facile pour voyager. Puis il n'y a pas de douane. Puis c'est ça qui était le plus proche. Fait que puis le fit pour moi de Toronto, c'était le meilleur fit. C'est pour ça que c'était 3 ans le contrat? Est-ce que 3 ans, exactement. Et 3 ans, finalement, là, tu as eu une autre blessure qui a fait que ça n'a pas été 3 ans. Exactement. Fait que dans le fond, j'ai joué la première année. Ma première année, je me suis blessé à l'épaule. J'ai manqué les 20. On n'avait pas fait les playoffs. Fait qu'on a décidé que j'allais me faire opérer avant pour pouvoir être prêt pour le camp de la saison d'après. OK. Pour pouvoir commencer ma rehab plus vite. Fait que j'ai manqué 15-20 dernières games. Je me suis présenté au camp. Mon épaule était en bonne condition. J'ai été clairé pour jouer. Puis je me suis blessé la même jambe que je me suis cassé dans le fond. Okay. Je me suis blessé, puis j'ai continué à jouer dessus, puis j'ai réessayé, puis finalement, je n'étais plus capable. Puis fait que c'est là, à ce moment-là, que je suis retourné j'ai fait de la rehab, puis j'ai essayé, puis on a réessayé, puis finalement, ça n'a jamais comme revenu. Fait que c'est là que j'ai resté chez moi, puis tu vois, c'est là qu'ils m'ont offert le poste qu'ils m'ont offert aujourd'hui, puis j'ai eu la chance de rester dans le monde du hockey. Là. Puis est-ce que tu as des regrets dans ce sens-là, des blessures, que des fois tu sentais qu'elle n'était pas correcte, ta jambe, puis que tu continuais à pousser quand même en te disant ça va revenir, ou est-ce que tu as zéro regret? Honnêtement, j'ai zéro regret. Moi, je suis le type de joueur que j'étais.
j'ai toujours eu comme... j'ai jamais senti que ma place était faite. Je pense que ça m'a permis de rester longtemps dans la Ligue nationale. Je me suis jamais assis sur mes lauriers. Fait qu'à chaque année, je me préparais comme si j'avais pas de poste la saison d'après. Ça peut être bon, puis ça peut être négatif. Pour moi, je pense que ça m'a permis d'avoir une longue carrière. Je pense qu'il y a un mix des deux. Moi, j'étais un peu extrémiste. J'étais un peu peut-être trop à l'extrême de ce côté-là. Fait que je voulais jouer tous les matchs. Je ne voulais pas laisser l'opportunité à personne de prendre mon spot, de peur que justement, il me le vole. C'est un peu comme ça que j'ai toujours joué. Si je laisse mon spot dans l'alignement à quelqu'un d'autre, puis il fait mieux que moi, puis il vole mon spot, ben peut-être que je vais le perdre. Fait que c'est un peu comme ça que souvent j'ai joué blessé. Si je regarde, mettons, le regret, c'est que j'aurais dû, plus jeune, prendre plus soin, de faire plus attention aux petits bobos que j'avais. J'étais chanceux, j'ai pas eu de blessure, pas d'opération jusqu'à 31 ans à peu près. À 31 ans, à la fin de chaque saison, j'avais une opération. Épaule, hanche, épaule. Fait que, tu sais, tout s'est mis comme à casser plus tard dans ma carrière. Puis je pense que c'est là que j'aurais dû être plus vigilant et être plus proactif dans des exercices de réhabilitation plus pour prévenir. OK. On va continuer avec des questions en rafale. Je vais te dire quelque chose, tu vas me dire le joueur à qui ça te fait penser. Mettons que je te demande ton coéquipier préféré avec lequel tu as le mieux aimé jouer. Mon coéquipier préféré. Philippe Boucher. Philippe Boucher, dans la Ligue nationale, là, je dirais que je m'entendais super bien. Puis c'était un super bon coéquipier. On avait une belle relation. Ton coach préféré? Peu importe le niveau ou. Ouais, ça peut être n'importe quoi. Je dirais Dave Tippett. Dave Tippett, c'est un grand coach. OK, tu as eu Dave à quel niveau? À Dallas. À Dallas, c'est lui que j'ai eu pour la majorité du temps que j'étais là. OK. J'ai été très bon coach. Le joueur le plus difficile à affronter que tu as affronté? Le plus difficile, je dirais... Ovechkin, il m'a donné du fil à retordre. C'est un joueur spécial. Le gardien le plus difficile à affronter? Giguère, c'est un gros gardien qui prenait beaucoup de place. Zach, est-ce que tu as des idées de questions? Non, plus. OK. Bon, ben d'abord, on va tout de suite passer. Ben, tout de suite. On va passer au Phoenix de Sherbrooke, dont tu es propriétaire, coactionnaire. Comment ça s'est passé, ça, justement, avec Thibault, dont on a parlé tantôt? Comment tu as décidé d'embarquer dans cette aventure-là? Ben, Jocelyn, il y avait un projet de ramener un club. On n'avait plus de club junior à Sherbrooke. Jocelyn, il a joué pour les Faucons à Sherbrooke. C'est là qu'il a rencontré sa femme. Même si c'est un gars de Laval, Sherbrooke, c'est sa ville maintenant. Il y avait un projet pour ramener un club junior. Puis, il cherchait des gens pour embarquer dans le projet avec lui. Il m'a contacté. Puis, j'ai dit oui. Puis, finalement, ça a pris peut-être un an. Puis, finalement, tout ça s'est mis en place. Puis, vraiment un beau projet depuis le début. On a eu des saisons plus difficiles au début, mais là, je dirais que cette année, là, ça a été une année formidable. Puis, c'est juste de valeur qu'on n'a pas été capable de finir ça en beauté. Mais si on regarde overall la progression de l'équipe, puis l'équipe jusqu'à aller aujourd'hui, c'est vraiment le fun. C'est quoi ton rôle exactement? Quel rôle tu joues? Est-ce que tu gardes plus, tu fais juste surveiller un peu ce qui se passe ou c'est un rôle assez actif? Je ne suis pas très actif, étant donné, tu sais, Justin qui joue à Val-d'Or, ma fille aussi qui était dans le sport, avec mon emploi aussi. Fait que, à un moment donné, je manque de temps. Je suis vraiment juste co-actionnaire. Je participe au repêchage, je vais au repêchage, mais tu sais, comme l'an passé avec les 2003, des fois, je connais plus les 2003 parce que c'est l'année à Justin, fait que je connais un peu les joueurs. Mais je ne suis pas très, très impliqué. Là. Des fois, au début, je suis arrivé, je suis allé sur la glace avec l'équipe. Mais dans les dernières années, là, je laisse plus le personnel faire les choses. Moi, je suis plus comme un rôle d'actionnaire. Question piège pour toi. L'an prochain, le Phoenix affronte les Foreurs dans une série. Qui tu souhaites voir gagner?
Honnêtement, tu sais, c'est sûr que mon gars, un enfant, c'est spécial. Fait que Ouais. c'est sûr que je ne pourrais jamais prendre pour une équipe autre que celle à mon gars. Puis je m'en cache pas. Même ils viennent jouer à Sherbrooke, je souhaite que mon gars il gagne et qu'il ait du succès. Ça, c'est sûr. Il n'y a, pas de doute. Là, Est-ce que tu aurais vraiment aimé ça que Justin joue à Sherbrooke? C'est sûr que oui, je ne sais même pas pourquoi je pose la question, mais est-ce que c'était pour toi un rêve que tu avais depuis un petit bout de voir Justin à Sherbrooke? Honnêtement, je dirais pas que. Je pense pas que c'était nécessairement un rêve. OK. C'est sûr que ça a été quelque chose de spécial, qui peut jouer à Sherbrooke, qui peut jouer à la maison. Je pense que pour lui, par exemple, c'est la meilleure chose qui est arrivée. Je pense que pour lui, il ne tenait pas nécessairement mordicus à jouer à Sherbrooke. OK. Il veut faire sa place, il veut faire son nom. Puis je pense que s'il avait joué à Sherbrooke, il y a eu plus de distractions, puis plus de comparaisons, puis ces choses-là. Je pense que c'est une bonne affaire pour lui qu'il soit ailleurs, puis c'est bien correct comme ça. Puis comment tu as vécu le repêchage des Foreurs avec les mouvements qu'il y a eu? J'imagine que pour toi, c'est excitant de voir que Justin va avoir la chance de jouer pour une équipe contender avec des excellents joueurs. Ben oui, c'est sûr. J'ai entendu l'acquisition de Pelletier. Je pense que c'est un des bons joueurs dans la ligue. C'est un joueur que j'apprécie regarder jouer. Je ne le connais pas comme personne, mais j'ai entendu énormément de choses positives. Donc, c'est sûr que quand tu as la chance d'avoir un leader comme ça tire l'équipe dans la bonne direction. L'autre joueur qui ont acquis aussi, Kachkovic, que je ne connais pas beaucoup, mais que j'ai entendu beaucoup de bien aussi. Fait que, c'est des grosses acquisitions avec les joueurs de l'an passé qui ont pris de l'expérience, avec les gardiens qui ont. C'est sûr que je pense que l'avenir est prometteur. Puis c'est le fun d'avoir la chance d'évoluer d'une bonne équipe, ça, c'est sûr. Par curiosité, combien tu vois de matchs de hockey junior par année, autant Phoenix que Foreur en live, mettons? En live, c'est une bonne question. Je n'ai jamais comme compté. Ouais. C'est sûr qu'à Sherbrooke, l'année passée, j'étais peut-être allé 3-4 fois seulement. OK. J'ai fait peut-être 4 voyages à Val-d'Or l'année passée. J'ai vu Justin jouer tous les matchs ici autour quand je suis ici. C'est sûr, je ne manque pas un match. En ligne, je regarde tous les matchs. Ah ouais? Justin, je le regarde pas nécessairement live, mais je le regarde le lendemain ou après la game, mais c'est sûr que je le regarde. C'est là que tu dois avoir de la difficulté, peut-être, quand tu remarques des choses, à ne pas y passer le commentaire. Oui, des fois c'est difficile, mais je regarde plus l'ensemble. Puis des fois, on va se parler. Puis des fois, je vais lui demander s'il veut avoir mes commentaires ou s'il ne veut pas les avoir. Okay. J'essaie. Je ne suis pas parfait. Des fois, c'est sûr que je vois des petites choses, puis j'ai comme le goût, puis des fois, je vais y en parler, mais le plus possible, j'essaie comme de rester plus neutre. Puis quand tu lui demandes s'il veut tes commentaires, souvent, c'est quoi sa réponse? Il veut mes commentaires, honnêtement. De plus en plus, je dirais que plus jeune, il aimait moins ça un peu. Des fois, ça l'agaçait, comme je le disais tantôt. Mais je pense que plus qu'il lit, plus qu'il est conscient. Puis je pense qu'il veut s'améliorer. Il veut connaître. Tu sais, souvent, quand j'étais plus jeune, moi, j'étais juste son père. C'est comme si je ne connaissais pas ça. Mettons, je disais quelque chose, il me regardait et me disait, ben oui, c'est quoi tu connais, toi, là-dedans? Tu sais, c'était un peu le feeling que j'avais. Mais là, je pense qu'il est plus vieux, plus mature. Puis, comme je le disais, il veut s'améliorer. Donc, des fois, il va venir vers moi et il va me demander qu'est-ce que je vois et comment il aurait dû faire ça. Mais c'est ça, on s'entend que c'est pas comme un kid que son père, je sais pas, il est mécanicien puis il n'a jamais joué au hockey de sa vie. On s'entend que tu as un peu plus d'expérience niveau hockey. Tu as les connaissances. Oui, c'est ça. Mais des fois aussi, ça peut être trompeur. Des fois, ça peut être... des fois, même si je connais ça, des fois, moi, je regarde la game, je regarde d'une façon différente. Des fois, c'est sûr que moi, quand je regarde une game de hockey, je m'en cacherai pas. Si je regarde la game, je regarde, demande-moi pas ce que les autres joueurs vraiment font sur la glace. Quand mon gars est sur la glace, le focus est pas mal sur lui. Là. Fait que, la game, maintenant, je regarde les Foreurs, ou je regarde le Phoenix, ou je regarde un prospect jouer, c'est pas pareil. C'est 3 games complètement, puis je la vois complètement différente.
C'est quel le moment à date dans la carrière à Justin qui t'a rendu le plus fier de lui? Un moment, il y a plusieurs moments, là, comme vraiment. C'est un qui me vient en tête, c'est quand il a gagné les Jeux du Canada. Là, ça a été un moment comme. Ça a été vraiment incroyable. Quand il a gagné la Coupe Jimmy Ferry l'année passée à Lac-Saint-Louis, j'étais là aussi. J'ai eu la chance d'être là à ces deux moments-là. Ça a été des moments incroyables. Si on regarde le repêchage l'année passée au Centre Vidéotron, ça a été un moment très émotif aussi. Fait que, tu sais, honnêtement, il m'a fait vivre vraiment des beaux moments de hockey, puis d'avoir la chance de revivre ça là, avec lui, là, c'est spécial. Puis, tu sais, Justin, je le connais personnellement. Je sais qu'il a tendance à se placer des grandes attentes quand même, là. C'est un compétitif, puis je pense qu'il retient ça du père, là. Est-ce que des fois, tu essaies d'être là dans les moments peut-être plus difficiles pour lui, de faire baisser ses attentes un peu, dans le sens où il s'en donne beaucoup? Est-ce que toi, en ayant passé par tout ce qui va passer dans sa carrière, tu peux lui dire, ben écoute, moi, ma carrière, mettons, midget 3, ça n'a pas super bien été, puis regarde après. Est-ce que tu te sers de ta carrière pour ramener ça à lui un peu? Je dirais que oui. C'est peut-être le point que j'essaye le plus, c'est d'essayer de garder. Le hockey, ça joue dans la tête. Hein? On a des habiletés et tout ça, mais ça se passe. Moi, je crois que c'est. J'ai toujours pensé que c'était 80% mental puis 20% physique. Puis cette année, un entraîneur dans la Ligue de l'Ontario, je parlais avec lui, un ancien joueur de la Ligue nationale, puis il me disait que lui, il pense que c'est 90-10. Je pense que c'est vrai. Honnêtement, ça se passe entre les deux oreilles, puis la confiance, puis les attentes. Puis quand tu te mets des attentes trop élevées, puis tu les atteins pas, puis la confiance descend, c'est difficile. Fait que j'essaie de. C'est quelque chose, c'est sûr que j'essaie vraiment de l'encourager, puis d'essayer. Quand ça va bien, il n'y a pas besoin d'encouragement, puis il n'y a pas besoin de se faire des pas faire. C'est quand ça va moins bien, puis c'est là que tu vas être là pour essayer de l'aider justement, pas qu'il s'enlise, puis qu'il tombe dans vraiment d'un gros slump qui a de la difficulté à sortir. En regardant tous ces matchs cette saison, est-ce que tu as vu un moment en particulier, un match qui a fait que là, tu as vu qu'il a pris confiance puis qu'il s'est rendu compte de ce qu'il pouvait faire, ou tu as vu une évolution tout au long de la saison? Je dirais que, tu sais, mettons, sa saison, tu regardes sa première game, tu sais, une grosse game, première game, tout est parti en feu, puis après ça, ça a comme ralenti un petit peu, puis là, il se mettait beaucoup de pression, puis je me rappelle de regarder un match des Maritimes, il jouait à Moncton, puis cette game-là, tu sais, il voulait scorer, puis il aime ça scorer, puis il voulait scorer, puis il ne scorait pas, puis là, il joue à Moncton, puis là, il score. Puis là, je vois la célébration, puis tu vois, il y a le feu dans les yeux, puis il capote. Puis là, moi, je regarde la game sur mon ordinateur, puis je suis comme « Yes, good! » Là, là, on regarde, là, ils vont à la reprise vidéo, là, on regarde, tabarouette, offside. Je m'en souviens. Là, il n'a pas scoré, là, je suis là, ça se peut pas, hey! Là, après la game, je parle, là, il capotait, il dit « Voyons, ça se peut pas. » Puis là, les gars, c'est sûr, ils l'agressaient, ils ne pouvaient pas croire. Je dis « Justin, peu importe, là, oui, offside, mais t'as quand même scoré. T'as scoré pareil. Tu sais, pense. Puis le lendemain, je sais pas il a joué à Charlottetown, il a compté, ils sont allés à Batters, il a compté, il est revenu. Moi, je pense que c'est là que c'est là que ça a débloqué. C'est niaiseux, je sais pas comment ça s'est passé, mais c'est comme ce voyage-là, c'est là que ça a débloqué, puis il est revenu, puis sa saison, elle a vraiment pris son envol. Parce que c'est pas qu'il jouait mal, il jouait bien, il avait des chances de compter. C'était juste, quand on dit c'est mental, c'était entre les deux oreilles. Puis je pense qu'il s'en mettait beaucoup de pression. Puis c'est pour ça que ça a fonctionné. Moi, mon moment de Justin de la saison, c'est le match contre Rimouski, son match de 5 points. Oh, ouais. Le papa devait être fier de son petit Justin. Oui, je la regardais, cette game-là, puis je me rappelle d'y avoir parlé, tu sais, pour lui, jouer contre Lafrenière, c'était quelque chose de big, puis c'était quelque chose de gros. Puis, tu sais, il voit Lafrenière, puis c'est comme ça. Tu sais, Lafrenière, c'est quand même spécial. Tu sais, as une game de 5 points, puis tu n'es même pas à première étoile. C'est fait. Puis, tu sais, le joueur de la CHL de la soirée, c'était Lafrenière. Mais, tu sais,
en temps normal, une game de 5 points, ça te donne ça. Là, mais ça a été vraiment c'était une grosse game. Puis c'était spécial de regarder ça à la télé aussi. Là. Je l'ai re-regardé. La GMQ l'a mis sur YouTube récemment parce que c'est une game. C'est une des meilleures games de la saison. Ça avait fini 10-8. Les Foreurs perdaient 5-0 après comme 10 minutes. Là, ça remontait à 5-4, 6-4. Là, à la fin de la game, on pensait que c'était fini. Et je pense que c'est Justin qui était ressorti avec un but encore. Ouais. Ah non, c'était tout un match. Puis ça, est-ce que tu penses que ça, à niveau confiance, à quel point tu penses que ça l'a boosté? Ben, c'est sûr que ça l'a boosté. C'est sûr que tu connais un match comme ça. Contre Lafrenière. Contre Lafrenière, contre une bonne équipe, tu fais comme OK. Puis, tu sais, d'être sur la glace, pour y avoir parlé, tu sais, lui, d'être sur la glace en même temps que de voir Lafrenière, tu sais, des fois, tu le regardes à la TV, c'est pas pareil, mais d'être sur la glace, de jouer, de faire partie de la même ligne que lui, je pense que c'est comme OK, OK, on est capable, tu sais. Pas dire qu'il est meilleur que lui, mais tu sais, il est dans la même ligue, puis il joue contre lui. Je pense que c'est quand tu le vis que tu réalises. Puis cette game-là, c'est sûr que ça a eu un impact sur sa saison. Là. Écoute, Stéphane, je pense qu'on a fait le tour de pas mal de choses. Ça fait quasiment 1h30 qu'on jase. Merci beaucoup, ça a été super le fun. Ça fait plaisir, j'ai eu beaucoup de plaisir moi aussi. Puis merci à tout le monde aussi d'avoir écouté. Merci à Zach d'avoir posé des questions quand j'arrêtais d'en poser à l'occasion. On se dit à la prochaine.